Bonjour, docteur Jérôme. Je veux encore vous remercier d'avoir accepté l'autre jour de vous occuper de ma fille. Elle est plus calme maintenant et semble se faire moins de soucis. Elle m'a dit que vous lui avez raconté un rêve qui était en réalité un conte, mais différent des autres contes qu'elle a marre d'entendre. Bonjour Caroline, vous savez bien que pour moi, la technique de la narration reste le meilleur moyen pour communiquer avec ce noyau coché que nous portons tous en nous, à l'ombre du raisonnement, et qui compte bien plus que toute notre pensée rationnelle. Alors vous lui avez raconté une sorte de conte-fiction et vous avez choisi la forme d'une régnose. Je vois que vous avez bien lu mon livre. Oui, vous y expliquez bien dans votre livre À l'ombre du raisonnement que la régnose est un regard à partir de notre pronostic de l'avenir vers le présent d'aujourd'hui. Je ne l'avais pas compris tout de suite, mais votre cahier d'exploration, qui est un compagnon bien utile au livre À l'ombre du raisonnement, me l'a rappelé parce que c'est une des 60 questions. Effectivement, dans l'histoire que j'ai pour ainsi dire révisée avec votre fille, elle était déjà grande et elle avait elle-même une fille à qui l'on racontait ce qu'a été la Covid-19 au début du XXIe siècle, après la grippe espagnole au début du XXe siècle. C'est une drôle d'idée de s'éloigner comme ça du présent et de commencer à voir notre quotidien dans la perspective d'un événement historique passé depuis longtemps, un peu comme nous le faisons quand nous parlons de la Grande Guerre. Cela me rappelle bien les exercices de méditation et les expériences extracorporelles dont vous parlez également dans votre livre, seulement que vous l'avez appelé un rêve. Votre analogie n'est pas mal choisie. Oui, c'est également comme regarder avec ce troisième œil intérieur dont vous avez déjà parlé. Il me semble que vous le mentionnez dans votre livre quand vous parlez du peintre Paul Klee. Ce sont des analogies qui pourtant nous permettent de mieux comprendre des choses qui restent autrement difficiles à mettre en mots. Je suis curieuse de savoir comment ma fille a su se retrouver dans le récit de ce rêve dans le futur. Elle n'a eu aucune difficulté à faire ce saut et à jouer le jeu. Elle s'est montrée tout de suite perplexe face aux chiffres reportés dans des livres d'histoire. Plusieurs millions de morts dans le monde entier, alors que les chiffres montrent bien que le risque de mourir d'une infection par la Covid-19, qu'on appelle la mortalité de la maladie, est en France, Angleterre, Italie et les autres pays recensés autour d'un tiers d'un promille dans toutes les statistiques avec des écarts minimaux. Un chouïa meilleur en Angleterre et aux États-Unis, un chouïa moins bien en Italie, mais pas de différence vraiment significative. Et en plus, la majorité de ceux qui sont morts étaient les personnes qui de toute façon avaient déjà une santé fragile et les personnes âgées qui s'approchaient déjà, pour une raison ou l'autre, la fin de leur vie. 85% des personnes qui sont mortes de la pandémie dans les hôpitaux en France avaient 70 ans et plus, comme l'a montré une étude faite le 13 février 2021. Cette crise aura quand même sa place à part dans les futurs manuels de l'histoire par son importance sociale et économique. Oui, c'est bien par cette importance sociale et les changements économiques qu'elle a entraînés qu'il lui revient un rôle à part
alors que le virus était loin de la mortalité de celui de la grippe espagnole entre 1918 et 1920, qui a tué entre 25 et 50 millions de personnes, voire 100 millions de personnes, selon les estimations réalisées, alors que la population mondiale comptait 1,9 milliard de personnes à l'époque. Et ce n'est pas loin de la seule pandémie dans le siècle qui s'est écoulée entre les deux. Il y a eu la grippe asiatique en 1957, la grippe de Hong Kong en 1968 et les grippes aviaires au H5N1 en 1997, 2003 et 2018. Mais la pandémie actuelle de la Covid-19 aura quand même laissé une marque importante dans l'histoire de ce début de siècle. Oui, elle marquera sans doute les livres d'histoire, surtout par la concertation politique internationale dans l'intérêt des populations pour y faire face et pour limiter sa propagation. Cela n'était pas possible sans toucher aux libertés individuelles. C'est ce qui a forcément entraîné un certain nombre de conflits. Mais est-ce que lire ce nombre de morts n'est pas déjà en soi traumatisant pour un enfant? C'est ce que je vais vous dire, va sans doute vous surprendre, mais les chiffres de millions de morts sont facilement assimilés par le raisonnement des enfants, comme d'ailleurs aussi des adultes, sans y laisser de traces émotionnelles particulières. C'est différent pour le récit d'un vécu individuel qui, de nature, a touché notre entendement d'une toute autre façon. C'est le principe de la narration et du conte. La photo d'une jeune fille avec ses vêtements en feu a touché le public des États-Unis bien plus que tous les récits bien documentés des journalistes de guerre pendant la guerre du Vietnam. Et le journal intime d'Anne Frank, qui se cachait avec sa famille au grenier d'une maison à Amsterdam, des poursuites des nazis, a beaucoup plus sensibilisé le grand public que les chiffres des millions de morts de l'Holocauste. Je vois ce que vous voulez dire. Vous l'avez d'ailleurs déjà aussi expliqué dans les chapitres sur la force de la narration dans votre livre. Il est évident que les photos des cercueils entassés à Bergamo, en Italie, au début de la pandémie en Europe, ou des fossés pour enterrer les morts aux États-Unis auront beaucoup plus d'effet sur sa perception que les millions de morts mentionnés dans ces mêmes livres. Mais est-ce que vous avez aussi pu lui parler des effets psychologiques du confinement et du couvre-feu pendant cette période que nous vivons maintenant? Je sais que vous êtes déjà occupé par ailleurs de la dépression parmi les étudiants et de l'augmentation des suicides chez les adolescents. Ce sont des soucis avec lesquels nous sommes confrontés régulièrement, mais l'impact le plus important de cette crise, nous l'enregistrons actuellement parmi les personnes âgées. Ce sont elles qui s'avèrent actuellement les plus vulnérables. Elles sont tour à tour stressées, anxieuses et souvent en colère. C'est bien une anxiété qui va au-delà de tout raisonnement, comme vous l'avez expliqué au début de votre livre. Et dans leur cas, c'est surtout aussi le stress qui se construit de jour en jour lorsqu'ils regardent les informations qui se limitent de plus en plus sur les aspects négatifs de la crise sanitaire actuelle. Plus ils se focalisent sur les aspects négatifs diffusés par ces services d'information, plus leur stress et désespoir augmentent. C'est le headliner syndrome, le trouble des grands titres des journaux qui s'emparent d'eux et qui les privent du reste de sérénité qu'ils avaient encore.
d'où l'importance de limiter notre consommation quotidienne d'informations à un minimum raisonnable. Vous m'en avez déjà parlé à plusieurs reprises. Oui, je n'hésite pas à répéter, c'est ce qui me paraît important en ce moment. Mais le problème ne se limite pas à une surconsommation d'informations. Il y a aussi l'isolement social et le manque de contact avec d'autres qui rendent leur situation encore bien plus difficile. Je me rappelle maintenant, vous l'avez aussi déjà expliqué dans votre livre À l'ombre du raisonnement. Le manque d'activité physique et surtout la privation d'échanges sociaux accélère et empire le développement et la manifestation de la maladie d'Alzheimer. C'est au chapitre 8. Et c'est bien là que je vois actuellement les pires impacts psychologiques du couvre-feu et du confinement. Quoi qu'il en soit, depuis que vous avez raconté ce rêve du futur à ma fille, elle est bien plus calme et moins perturbée. Encore une fois, un grand merci pour vos efforts. Je ne vais pas vous retarder plus. Au revoir, docteur Géromin. Passez encore une bonne journée. Au revoir Caroline. Et n'oubliez pas de faire attention, vous aussi, de ne pas vous laisser gagner par l'accumulation de mauvaises nouvelles qui nous sont régulièrement présentées par les journaux, les stations de radio et la télévision, ainsi que l'Internet.